Bienvenue François-Xavier Magnien, donc bienvenue dans ce webinaire consacré au sujet de l'e-réputation et du droit. Le sujet du marketing digital est un sujet large, donc on a choisi de le focaliser spécifiquement sur cet aspect de la e-réputation. L'objectif pendant les 30-35 minutes va être de comprendre les risques et d'appliquer, de comprendre quelles sont les bonnes pratiques à appliquer. Nous faisons ce webinaire WSI en collaboration avec notre partenaire LFC Avocat et donc je suis en compagnie de Romain. Bonjour Romain. Bonjour François-Xavier, bonjour tout le monde. Voilà, donc Romain est avocat au sein du cabinet LLC et donc il aura une minute pour présenter le cabinet. Donc pour ma part, je suis web marketeur au sein de WSI. WSI, juste en quelques mots, nous sommes une agence de marketing digital, un réseau mondial, une cinquantaine de professionnels du marketing en France. Notre métier vis-à-vis de nos clients est d'apporter les stratégies, le conseil, les idées pour mettre en œuvre vos stratégies de marketing digital pour suivre trois buts: développer votre marque, vendre et communiquer. Donc nous avons des missions consistant à établir la présence digitale qui va jusqu'à réaliser des sites web, des présences sur les réseaux sociaux, développer une audience autour de votre marque et convertir cette audience en prospects, et également des missions qui consistent à transformer vos collaborateurs en ambassadeurs de votre marque sur les réseaux sociaux. Ça va d'ailleurs être un des sujets principaux que l'on va développer aujourd'hui, les aspects de droit liés à ce point-là. Quelques mots sur LLC. Alors LLC Associé, c'est simplement un groupe de cabinets d'avocats qui a été créé en 2001. À l'heure actuelle, il regroupe 23 associés, plus de 100 collaborateurs répartis dans 8 bureaux régionaux, comme c'est indiqué, Paris, Lyon, Nice, Strasbourg, Toulon-Montréjus et Boulogne. Le leitmotiv de LLC Associé, c'est de garantir des prestations d'excellence en assurant une réactivité et une disponibilité, et assurer une grande proximité à travers le maillage territorial. Un petit mot en plus, le groupe d'avocats est créé principalement au niveau du droit de l'entreprise et de tout ce qui touche aux nouvelles technologies. Alors, le sujet de la e-réputation. On va tenter de répondre, notre mission avec Romain est de répondre à trois points principaux vis-à-vis de la e-réputation. Quels sont les risques juridiques liés à cette e-réputation? Quel est le cadre légal? Et quelles bonnes pratiques peut-on mettre en place? Donc, on va traiter cette e-réputation sous trois aspects. Donc, à chaque fois, je vais rapidement exposer le contexte et puis, derrière, Romain expliquera justement quels sont ces risques et le cadre légal. On va étudier trois situations concrètes. Tout d'abord, lorsque je décide de permettre à mes employés d'être acteurs de la e-réputation de mon entreprise, de façon très concrète, lorsque je demande à mes employés d'être par exemple présents sur LinkedIn ou Twitter pour développer leur réputation au bénéfice, leur réputation personnelle au bénéfice de l'entreprise. Le deuxième aspect est le community management, lorsque je décide de fédérer une communauté autour de ma marque, autour de mon entreprise, et que donc je vais confier cette mission dans différents contextes. On va le voir avec Romain, qui ont d'ailleurs des implications. Et le troisième point spécifique qu'on traitera est l'aspect contenu, puisque ce qu'on aime à dire d'une façon générale, c'est que traiter les réseaux sociaux et la réputation sans parler du contenu consiste à ne pas traiter le problème. On est sur les réseaux sociaux pour s'exprimer, donc c'est vraiment le contenu est au cœur du dispositif. Petit zoom rapide avant de passer la parole à Romain sur ce sujet. Lorsque je décide que mes employés doivent être acteurs de la réputation de mon entreprise, finalement, je vais leur demander de mettre à disposition leur profil, que ce profil professionnel soit remarquable et donc plus uniquement un profil pour se faire recruter, mais un profil qui va finalement véhiculer les valeurs de l'entreprise. Je vais leur demander d'aller chercher efficacement des contacts, d'utiliser, donc de passer du temps quelque part sur les moteurs de recherche pour aller glaner du contact, aller chercher de l'information, se lier à différentes personnes. Et donc, le troisième point est de développer un réseau à valeur ajoutée. Et donc, je vais demander à mes commerciaux, mais pas uniquement, à mes dirigeants, à mes managers, d'aller développer un réseau autour d'eux. Et je vais leur demander également de créer du lien pour engager leur audience. Il ne s'agit pas juste d'avoir des amis, des suiveurs, des followers, mais également de créer du lien avec ces personnes-là. En animant leurs comptes sociaux personnels, en distribuant du contenu qui peut être externe ou interne, on va voir, et ça sera traité plus spécifiquement à la fin, mais on va voir que ce sujet revient souvent, à produire du contenu, à prendre la parole régulièrement, voire tous les jours dans certains cas, voire plusieurs fois par jour, et finalement à mettre leur réputation professionnelle, personnelle, au service de l'entreprise. On voit bien ici qu'il y a une sorte de fusion entre l'aspect personnel et l'aspect professionnel.
Alors, par rapport à ce que je viens de décrire, Romain, est-ce que tu pourrais nous balayer finalement le contexte purement juridique par rapport à ces situations? Alors nous, on distingue principalement trois cas différents lorsqu'on demande aux salariés de se positionner sur les réseaux sociaux. Le premier cas qu'on a identifié, c'est l'entreprise qui demande à ses salariés d'être présents sur les réseaux sociaux. Et la question qui se pose, c'est de savoir si est-ce qu'on peut, oui ou non, obliger son salarié à agir et à se créer un profil sur les réseaux sociaux. C'est le premier bullet point. Le second bullet point, c'est le personal branding, c'est-à-dire on va associer l'image de marque de la société à l'image de marque que le salarié s'est lui-même créé sur les réseaux sociaux. Donc associer la qualité du salarié, son carnet d'adresses, ses publications à la société. Donc on a un rapport ici un peu plus égalitaire. Enfin, le troisième point qui sont les profils d'entreprise, c'est ce qu'il se passe lorsqu'un salarié décide de sa propre initiative d'engager sa société, c'est-à-dire d'ouvrir un compte pour sa société, un compte Facebook, Twitter, dans lequel il va lui-même assurer la promotion de l'entreprise sans pour autant en avoir véritablement référé à sa hiérarchie. Tous ces points sont intéressants dans la mesure où ils concernent directement le salarié et son rapport à l'entreprise. Le premier point, est-ce que l'on peut, oui ou non, forcer un salarié à ouvrir un compte sur un réseau social? La réponse, bien évidemment, est non. On ne peut pas forcer un salarié à agir de la sorte. On ne peut pas le forcer à se développer sur ces réseaux si toutefois ceci ne concerne ni ses missions, ni son contrat de travail. Le personal branding et la publication personnelle des salariés posent, quant à elles, une difficulté particulière qui est quel est le rapport que l'on va mettre entre le salarié et l'entreprise. Et enfin, les profils d'entreprise, quel est le contrôle que l'entreprise peut avoir sur un salarié qui décide lui-même d'ouvrir une page au nom de l'entreprise. Ce dernier point est intéressant dans la mesure où il faut comprendre que l'entreprise possède son image de marque et qu'elle est la seule à pouvoir contrôler son image de marque. C'est-à-dire qu'un salarié ne pourra pas utilement profiter de l'image de marque de son entreprise pour créer, même pour elle, une page sur Facebook. Il faudra toujours une autorisation. Comment on fait dans ces cas-là? On utilise très simplement des chartes des réseaux sociaux et des bonnes pratiques dans laquelle on va inscrire les demandes d'autorisation pour le profil d'entreprise. On va utilement prévenir les risques et les sanctions en cas d'abus des comportements. C'est-à-dire qu'il est très utile, très recommandé, même plus que recommandé, de prévoir au sein des chartes des réseaux sociaux comment on va structurer l'usage des réseaux sociaux, qui va pouvoir utiliser les réseaux sociaux, à quel degré, comment et pourquoi, quelles sont les spécificités d'émission sur les réseaux sociaux, et surtout on va prévoir une échelle de responsabilité et une échelle de risque et de sanctions en cas d'abus de comportement. En cas d'abus de comportement, on les caractérise sur les infractions de presse, à savoir la diffamation et ou l'injure. On va se positionner sur la loyauté par rapport à l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que lorsqu'on publie, on est véritablement dans son contrat de travail et est-ce qu'on n'agit pas contrairement aux intérêts de l'entreprise. Et encore une fois, pour des professions bien particulières à laquelle nous sommes soumises, qui possèdent une déontologie, est-ce que l'on n'a pas, au sein de notre propre organisation professionnelle, des obligations qui nous imposent d'agir délicatement, d'agir avec courtoisie en fonction des confrères et des concurrents. Comment on fait une fois qu'on a mis la charte des réseaux sociaux en place? Est-ce qu'on attend que ça se passe? On ne le pense pas. Il faut véritablement mettre en place des formations adaptées parce que c'est tout un contexte juridique qu'il faut apprivoiser. On n'est pas toujours certain de savoir si on est au bon endroit et si véritablement nos propos ne seront pas susceptibles de heurter la sensibilité de quelqu'un. Et enfin, contrôler et veiller au respect de son identité en ligne, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'obligation pour l'employeur de vérifier les propos qui sont tenus en son nom sur les réseaux sociaux. On a encore, dans le second slide, la liberté d'expression qui est laissée sur les réseaux sociaux.
Là, très vite fait, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Le personal branding et les publications, la responsabilité de l'employeur et les limites à cette liberté, c'est toute l'organisation entre le salarié et son employeur. Est-ce que le salarié ne va pas trop loin lorsqu'il publie et quelle est la responsabilité de l'employeur? La responsabilité de l'employeur, juridiquement, elle est pleine et entière dès lors que la publication est assurée en son nom et pour son compte. Dans ce cas-là, s'il y a une difficulté, l'employeur va être responsable vis-à-vis des tiers, mais pourra aussi, lui, se retourner contre son salarié si le propos qu'il a tenu ou la publication qui a été faite contrevient à son contrat de travail. Et à cela, il ne faut pas exclure la responsabilité personnelle du salarié au niveau des sanctions pénales qui concernent des infractions au droit de la presse. Les limites à la liberté d'expression, je passe très vite, elles sont classiques, elles tiennent à la nature des fonctions au sein de l'entreprise, elles tiennent au respect de la liberté d'autrui, au respect de la vie privée d'autrui, et elles tiennent aussi à la non-divulgation des documents et des informations essentielles à l'entreprise. Tout cela est concentré sous le principe du devoir de loyauté que tout salarié connaît très bien. Donc, on attache ses droits et ses obligations au sein des chartes des réseaux sociaux et des bonnes pratiques. Et on fait apparaître au sein de ces chartes les fautes attachées aux abus des libertés. Très bien. Romain, on voit que la charte réseaux sociaux, dans ce contexte-là, est un aspect très important. Est-ce qu'on peut juste faire un petit zoom sur concrètement une charte réseaux sociaux? Je veux la mettre dans mon entreprise. Concrètement, c'est quoi les 2-3 choses, très concrètement, quand vous accompagnez les entreprises pour une charte réseaux sociaux? Ça se passe comment? Ça relève quoi? Du règlement intérieur, du contrat de travail? Elle doit être signée ou pas signée par tout le monde? Est-ce qu'on peut avoir quelques indications sur ce sujet qui, je pense, peuvent intéresser du monde? Et une fois encore, de l'autre côté, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais sur ce sujet, est-ce que tu peux faire un petit zoom très pratique? Alors, très pratiquement, il faut savoir qu'il n'y a pas, dans le Code du travail, de spécificité relative à la charte des réseaux sociaux. On rattache ça à plusieurs obligations, notamment le devoir de loyauté, c'est ce que je viens d'exprimer. Donc, comment faire très concrètement pour mettre en place efficacement une charte des réseaux sociaux? L'idée qui est principale lorsque nous, on accompagne les entreprises, c'est en collaboration avec la DSI, avec les RH et avec ce que veut mettre le service de com sur les réseaux sociaux. Et marketing. Que toutes ces personnes-là se mettent autour d'une table. Nous, on se charge d'écrire la charte et ensuite, on l'élabore et on la propose aux représentants du personnel qui sont. Donc, il ne faut pas oublier les représentants du personnel. Ne jamais oublier les représentants du personnel qui ont toutes compétences pour connaître de ces choses-là. Et ça passe d'autant plus par les représentants du personnel que ce sont les premiers vecteurs de la bonne information au niveau de l'entreprise. Donc, une fois que l'on a ça, on fait adopter dans un CE s'il y en a un, et ensuite, on affiche cette charte au même titre que le règlement intérieur et que la convention collective dans les endroits prévus à cet effet au sein de l'entreprise. La meilleure façon de contractualiser, c'est de lier la charte aux réseaux sociaux en annexe du règlement intérieur. Et le règlement intérieur, ça forcément les IRP devront prendre connaissance, donc c'est pour ça qu'on passe par eux. Et le règlement intérieur, au moment où je rentre, moi, en tant que nouveau salarié, en fait, j'y suis soumis de facto. En fait, vous êtes soumis de facto et de toute façon, on va vous fournir un élément. D'accord. Donc c'est intéressant. Donc la charte réseaux sociaux, on voit que ça, tout d'un coup, on glisse vers une logique de droit du travail avec la logique des représentants sociaux, des droits. On rentre dans ce domaine-là. Exactement. En fait, on est parti d'une pratique qui consistait à faire un peu du droit mou, à dire il faut faire ci, il faut faire ça, à des pratiques véritablement réglementées pour que tout le monde sache exactement ce à quoi il est tenu et ce à quoi il s'expose, même à titre personnel, lorsqu'il s'exprime pour l'entreprise. Ok, très bien. On a vu ce premier aspect lié à mes employés, qui est un aspect essentiel. Quand je demande à mes employés, on voit de plus en plus, on parle de social selling, on parle de toutes ces disciplines qui visent à vraiment, et notamment LinkedIn, Twitter, en est vraiment la démonstration la plus flagrante, et également Viadeo. Alors maintenant, on va parler d'un autre aspect de la e-réputation, vraiment de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le community management. Donc on rentre dans une logique un petit peu différente, où là finalement on ne va pas s'appuyer sur la réputation individuelle des collaborateurs, mais on va développer, on va créer, on va fédérer, animer une communauté sur Internet autour de ma marque. Donc typiquement, ce à quoi on pense, le cas classique, c'est la page Facebook d'entreprise liée à une marque, liée à un produit, liée à un événement, où là on va faire du community management qui va consister à développer cette communauté, à aller chercher des fans, à organiser des jeux pour créer cette communauté. Puis après cette communauté, on va l'animer en faisant du tweet s'il s'agit de Twitter, mais en postant des actualités, des nouvelles, en espérant qu'elles vont être likées, partagées,
commenté et que donc on peut même mettre des dispositifs publicitaires qui vont consister à faire la promotion de certaines publications auprès de personnes, et je pense que tous vous voyez de ce dont je parle, si vous êtes sur Facebook, vous voyez toutes ces publications. Donc tout ça, ça s'organise. La différence avec le propos précédent, c'est qu'on n'a pas confié ce travail généralement à l'ensemble de mes salariés. On peut l'avoir confié à un employé qui va être le community manager attitré de l'entreprise et qui est le salarié de l'entreprise comme n'importe quel job. Ça, c'est un cas assez simple. Mais la réalité, c'est qu'elle est un petit peu différente et plus complexe. Parce que bien souvent, on voit des entreprises qui vont faire appel à des freelances, qui sont des community managers, profession qui marche bien avec des professionnels du community management, et il y en a des très bons. Et puis, on peut voir aussi des entreprises qui vont confier cette tâche à des stagiaires ou des alternants, soit par manque de budget, parce qu'ils doivent y aller, soit parce qu'effectivement, dans certaines entreprises, le fait de faire venir de la jeunesse, un stagiaire, un alternant génération Y qui connaît les médias sociaux, c'est finalement plus facile pour que ça fonctionne. Et certaines entreprises vont confier cette tâche à des agences qui elles-mêmes vont soit le traiter directement, soit faire appel à des stagiaires ou des alternants pour faire le job, soit faire appel eux-mêmes à des freelances. Donc on le voit ici, Romain, c'est qu'en fait, à partir de quelque chose qui pourrait paraître assez simple, on peut rentrer dans une sorte de relation et de chaîne de responsabilité un petit peu complexe. Donc est-ce que tu peux nous donner le point de vue de l'homme de droit sur ce sujet? Alors, le point de vue de l'homme de droit, lorsqu'on se penche sur ces sujets, c'est qu'on s'aperçoit que généralement les community managers sont assez allergiques au contrat et on en voit très peu. Alors, pour encore les besoins de pédagogie, on a scindé notre petite présentation en deux parties. La première partie, c'est la sécurisation des prestations avec l'agence digitale, et la seconde, c'est que faire lorsque c'est mon community manager qui est également mon salarié. La sécurisation des prestations avec l'agence digitale, c'est donc lorsqu'on fait appel à un prestataire externe, souvent un freelance, comme vous l'avez souligné. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, on communique par mail, on se dit j'aimerais bien que tu me fasses ci, que tu me fasses ça, etc. Je veux ci, je veux ça. Et on se retrouve souvent, lorsque le dossier arrive sur nos bureaux, avec une tonne de mails et pas un contrat. Et donc, on applique tout bêtement et simplement la responsabilité civile. La responsabilité civile, dans le meilleur des cas, lorsqu'elle n'est pas pénale. On arrive donc, nous, à cibler des enjeux qui sont très très simples, au final, pour un juriste, c'est qu'il faut encadrer les relations par voie contractuelle, d'autant plus lorsqu'on agit avec des sous-traitants, c'est-à-dire lorsque l'agence digitale a elle-même des sous-traitants et que forcément l'entreprise bénéficiaire n'est pas toujours au courant de ce qui est sous-traité ou pas. Et ceci est d'autant plus important lorsque les sous-traitants sont situés offshore, c'est-à-dire dans un contexte juridique complètement différent du nôtre. La responsabilité encore va sur le délit de marchandage. Qu'est-ce que le délit de marchandage en deux mots? C'est lorsque l'on intègre un freelance qui est réputé externe au sein de l'entreprise, qui partage donc les locaux de l'entreprise, que l'on voit à la machine à café, qui déjeune avec nous et que l'on voit à travers l'open space. Le délit de marchandage, c'est donc de prétendre qu'une personne est extérieure à l'entreprise alors qu'elle fait partie intégrante de la structure de l'entreprise. Enfin, la responsabilité des publications en ligne, c'est encore une fois ce qui innerve un petit peu toute cette présentation, c'est qui va être responsable de quoi en cas de problème. Et ça, c'est une donnée essentielle. Une donnée essentielle qu'on établit grâce à des garanties contractuelles. En fait, lorsqu'on détermine les outils et les méthodes de communication, il faut déterminer quelles seront les clauses principales du contrat et bien définir ce que l'on met dans son contrat. C'est très facile comme ça de l'imaginer, c'est beaucoup plus difficile de l'écrire parce que lorsqu'on s'envoie des mails, on se dit je veux telle mission, je veux telle mission, je veux telle mission, fais-moi un devis, etc. La difficulté, c'est de véritablement se munir d'un contrat cadre et de se définir une fois pour toutes ce que je veux que tu fasses pour telle durée ou pour telle mission. C'est là où c'est essentiel. Donc un contrat, on peut en faire un court, on peut simplement établir l'objet et la durée, la périodicité et l'actualisation des publications. Il faut surtout se garantir sur la responsabilité d'une personne, par exemple la responsabilité de l'agence digitale lorsque, par sa propre initiative, elle publie des propos ou des contenus contrefaisants. Là, quelle est la sanction au niveau du contrat, au niveau même simplement entre le bénéficiaire et l'agence digitale? Qui va être responsable de quoi? Est-ce que c'est l'entreprise qui va assumer l'agence digitale ou c'est l'agence digitale qui va elle-même assumer? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut envisager une rupture du contrat? Si oui, pour quel motif? Ça, c'est une donnée très très importante qui est une source de contentieux.
Il y a un autre point à côté de la garantie qui est essentiel, c'est la clause de confidentialité. Lorsqu'on sous-traite, il est impératif que le sous-traitant soit tenu à la confidentialité des documents dont il aura connaissance. Le cas de la contractualisation avec le sous-traitant est d'autant plus important que, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a un contexte juridique qui est différent. Si par exemple je sous-traite à quelqu'un qui est aux États-Unis ou en Inde ou au Pakistan ou en Corée, il aura des obligations lui-même contractuelles très différentes. Si on ne lie pas cette personne par nos propres systèmes juridiques, on va se retrouver avec des difficultés à mettre en œuvre sa propre responsabilité. Et dans ce cas-là, c'est notre responsabilité qui sera en jeu. En fait, c'est très simple. Et il faut voir les garanties dans les contrats entre l'agence digitale et l'entreprise comme des porte-coupe-feu qui permettraient d'éviter à l'entreprise d'être totalement responsable de ce qui a été publié en son nom. D'accord, donc en fait, il faut bien établir la chaîne de production, quelque part. Exactement. Et se poser la question, à chaque étage de cette chaîne, à chaque maillon, qu'est-ce qu'on met comme porte-coupe-feu? Exactement, il faut traiter ça comme une chaîne de production classique. D'accord. Alors, lorsque le community management agit au sein de l'entreprise, finalement, les missions qui lui sont confiées sont rigoureusement les mêmes qu'à l'agence digitale. On choisit ou pas ce qu'on veut lui faire faire. La différence que l'on dégage, nous, c'est quels sont les éléments qui seront applicables au community manager de l'entreprise. Comme il fait partie de l'entreprise, il sera soumis aux droits disciplinaires de l'entreprise. Il faudra donc lui constituer un contrat de travail spécifique avec des missions spécifiques, tout à fait spécifiques. Il faudra aussi prévoir quelle est la règle en ce qui concerne sa liberté de publication, sa liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Il faudra peut-être même revoir avec lui les documents contractuels sur la charte des réseaux sociaux. Est-ce que lui les reprenne en main? Parce que souvent, quand nous on agit, il n'y a personne qui s'occupe véritablement de la com, ou alors ça reste dans les mains des services marketing qui, eux, ont aussi autre chose à faire que de s'occuper du community management. Alors, cas particulier, parce que souvent, on voit que quand finalement on a un salarié, on est dans un contexte assez simple. Le salarié, il utilise sa voiture, il va en rendez-vous, etc. Ok, et là, c'est community management, il y a une description de job qui fait appel à des responsabilités. Maintenant, on va prendre le cas du stagiaire et de l'alternant, qui bien souvent est impliqué au sein d'une direction marketing. Est-ce que là, ça fait appel à des aspects un peu particuliers? Est-ce qu'on a une situation plus complexe ou pas? Voilà. Alors en fait, pour le stagiaire et pour l'alternant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a une situation très très claire. Le stagiaire et l'alternant n'ont pas le droit de prendre des responsabilités vis-à-vis de l'entreprise, et l'entreprise n'a pas le droit de leur faire prendre des responsabilités. C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas le droit de faire en sorte que le stagiaire puisse parler en son nom. C'est-à-dire qu'un stagiaire, c'est un stagiaire en formation, ce n'est pas quelqu'un qui appartient stricto sensu à l'entreprise, et tout ce qu'il fait ou dit doit être vu et contrôlé par son référent, par ce qu'on appelle son maître de stage. Donc il faut bien faire attention à ne pas laisser trop de voies d'accès aux stagiaires, ou lorsque on laisse la voie d'accès aux stagiaires, il ne doit pas agir en son nom, et ça doit être la personne responsable qui doit faire attention et qui doit contrôler le contenu. Ouais, donc il y a un fort encadrement, parce qu'en fait, finalement, l'accès à des médias sociaux donne finalement un porte-voix complètement colossal à un stagiaire alternant. C'est là que la situation est atypique. Donc en fait, le point du droit, c'est de dire la situation est très claire, il faut absolument l'encadrer et le manager, voire encore plus fortement que si c'était un employé. Voilà. Exactement. Et encore plus fortement parce que finalement, avoir accès à une page Facebook donne un porte-voix énorme. C'est pas comme s'il fallait qu'il passe 2-3 coups de fil dans la journée. Là, on a vraiment un porte-voix énorme. Oui, en fait, le stagiaire ne doit pas se substituer au travail que doit être fait par un salarié régulier. Sinon, on risque la requalification en travail. Et là, ça fait mal si on est responsable. Donc, en revanche, du bon sens et du bon encadrement permet de le faire. C'est totalement ça. Okay. En fait, il faut agir avec pragmatisme. Est-ce qu'on laisserait un stagiaire toucher à une unité de production ou gérer une unité de production? Peut-être pas. Ouais. Est-ce qu'on doit laisser un stagiaire gérer la communication d'une entreprise? Peut-être pas non plus. D'accord, ok, effectivement, c'est un bon point. Ok, on passe à la troisième partie de ce sujet. On voit qu'on a parlé souvent de contenu. Finalement, les réseaux sociaux ne sont qu'un canal. Et le contenu, finalement, c'est ce à quoi servent finalement
les réseaux sociaux sont des canaux pour véhiculer du contenu. Donc il y a différents types de contenu. Il y a le contenu corporate qui est produit par l'entreprise, dont on suppose qu'il a été validé, prévalidé par la com et le marketing. C'est l'habitude des entreprises de contrôler. Donc ça, finalement, c'est assez simple. Après, on rentre de façon un peu plus compliquée. On peut avoir du contenu produit par les employés qui vont rédiger des articles qui vont être dans LinkedIn ou sur un blog. Il y a le contenu qui est repris sur un site public ou un site privé, qui peut être un site d'un partenaire. On va bien sûr pas parler de contenu pris par les concurrents, mais d'aller chercher un article qui va se retrouver sur les Échos, l'Express ou un site professionnel. Il y a les photos et les images qui sont prises pendant des événements, prises sur des salons, des photos de personnes et des photos qu'on va aller chercher finalement, aller récupérer une photo qui est déjà sur un site, des photos qui vont être sur un PowerPoint qui est utilisé dans l'entreprise et qu'on va pouvoir utiliser de façon qu'on va se dire tiens, je vais la publier sur les réseaux sociaux. Il y a la rédaction qui va être sous-traitée ou confiée et les infographies qui vont être confiées à des graphistes qui sont là encore, on rentre dans cette logique de freelance avec des graphistes, des sous-traitants, des rédacteurs web, des journalistes qui vont produire du contenu. Voilà, donc là on le voit encore, on a plusieurs dimensions en ce qui concerne l'aspect juridique sur ce sujet du contenu. Oui, exactement, on a plusieurs dimensions et on retrouve un petit peu les cas classiques de risque et de responsabilité concernant la publication de contenu en ligne. C'est le risque de contrefaçon, le risque de dénigrement qui relève du droit commercial, le risque de diffamation qui lui relève pleinement du droit pénal. Donc ces risques-là, lorsque c'est la publication qui est assurée par le prestataire, si l'on n'a pas de contrat, ou bien que l'on a un contrat, ces risques-là sont des risques très très forts parce qu'ils peuvent être partagés par le prestataire et l'entreprise bénéficiaire. Il faut donc s'assurer que lorsque l'on contracte avec un prestataire, il y ait des clauses de garantie sur la propriété intellectuelle. Est-ce que j'oblige mon prestataire à ne publier que des contenus qui sont libres de droit ou qui sont régulièrement cédés ou sous licence, c'est-à-dire est-ce que je lui impose de ne pas prendre n'importe quoi comme photo, n'importe quoi comme vidéo, n'importe quoi comme image. Ça fait partie des responsabilités qui doivent être organisées au sein de l'activité. On applique souvent, lors des contrats avec les prestataires, des garanties d'usage paisible des publications. C'est-à-dire qu'on l'oblige, de son côté, à clearer les droits de propriété intellectuelle pour que l'entreprise n'ait pas elle-même de difficulté à refaire rebondir l'information qui a été donnée sur son compte LinkedIn ou sur sa page Facebook ou en interne et à pouvoir s'en resservir plus tard. C'est une garantie qu'il faut mettre en place assez rapidement parce qu'elle peut amener à des risques qui sont forts. Par exemple, le risque de contrefaçon est un risque très fort, même si, au in fine, la condamnation pénale ou civile peut être faible, ça reste une condamnation pénale et ça reste une atteinte à la réputation de l'entreprise, finalement. De ne pas s'assurer que ce que l'on publie est contrôlé et de ne pas s'assurer qu'on publie régulièrement des éléments, c'est quand même un petit peu dommageable pour l'entreprise. On a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'histoire de l'UMB qui avait pris une bande son et qui n'avait pas à payer les droits. Ah oui, GMT. C'est assez cocasse. Donc, du coup, ça crée quand même un sérieux problème. Et ça peut aller assez vite, ouais, en fait. Oui, parce que on parle de réputation. Ouais. Quels sont les risques liés à la publication de mes salariés? Là, on assiste on va dire, à deux problèmes distincts. Le premier problème, c'est que c'est exactement le même problème que lorsque c'est le prestataire qui publie, lorsque l'on trouve un contenu sur le web, qu'on le projette directement sur le compte de l'entreprise. Est-ce qu'on a fait attention à vérifier si c'était bien libre droit, si on pouvait effectivement le retranscrire, si l'article est prévu pour qu'il soit publiable ou pas. On a ce premier problème-là. Donc ça, on le règle par la charte des réseaux sociaux, par le contrat de travail et par les sensibilisations et les formations internes au droit de la paix aux infractions de presse. Ça, c'est très important, en fait, que les équipes marketing puis les équipes de com connaissent les rudiments de ces droits-là et savent directement repérer un contenu suspect ou un contenu qui va forcément prêter à polémique. Parce que finalement, il y a un cas qu'on peut imaginer, c'est il y a un PowerPoint qui est fait dans une petite équipe de 5-6 personnes pour une réunion, on va chercher une image, bon, à la limite, même si finalement ça reste on ne doit pas le faire normalement, mais on va dire que les conséquences sont même pas vives, puisque c'est une présentation qui reste en interne à 4-5 personnes, et quelqu'un pensant bien faire, tout d'un coup, va s'approprier l'image qui est sur le PowerPoint, et là, tout d'un coup, l'infraction qui était entre guillemets existante, mais non visible avant, puisque ça restait du domaine
petite équipe, tout d'un coup il se dit, pensant bien faire, tiens je vais récupérer cette image et puis faire une publication avec cette image, pensant bien faire parce que finalement quelqu'un l'avait déjà utilisé. Donc je pense que ça, dans l'inconscient et dans la façon dont fonctionnent les entreprises, je pense que c'est des situations qu'on peut être amené à retrouver. Complètement. En fait, il faut sortir du postulat que la contrefaçon, c'est quelque chose de très très grave qui s'imprime à des échelles, etc. La contrefaçon, ça concerne pas simplement les médicaments ou les pièces détachées automobiles. C'est tout simple. À partir du moment où vous faites Google Images et que vous prenez une photo d'un artiste connu, que vous la copiez et que vous la mettez sur un PowerPoint, c'est de la contrefaçon. Oui. Reproduire sans avoir le droit une œuvre protégée par le droit de la propriété intellectuelle, c'est de la contrefaçon. Alors, ça a des conséquences, oui et non. Si ça reste en interne, et il est vrai que c'est assez difficile de Dans dénoncer une réunion d'équipe, voilà. Évidemment, mais si un jour ce contenu, si ça se trouve, le PowerPoint est publié sur SlideShare et que l'artiste se rend compte de ça et se dit attendez. Et que quelqu'un pensant bien faire publie sur SlideShare dans une publication sur LinkedIn, utilise et va chercher ce PowerPoint et le publie à tout le monde, là, il y a un gros risque qui apparaît. Et la responsabilité peut être recherchée sur l'auteur de la contrefaçon, donc la personne qui a copié l'image qui n'en avait pas le droit, et ensuite sur le diffuseur, c'est-à-dire l'entreprise, qui va être aussi responsable en tant qu'auteur et complice de la contrefaçon. Ouais, et donc c'est là que la dimension, notamment charte de réseaux sociaux, où on mentionne ce point-là, et également sensibilisation des équipes à ce sujet-là. Si on veut laisser les salariés sereinement, en tant qu'entreprise, aller sur les réseaux sociaux, on a plutôt intérêt à ce que côté charte et côté formation, qu'ils en soient conscients. Quoi. Exactement. Ouais. Parce que quand le mal est fait, je dirais, c'est trop tard déjà. Exactement. Il faut donc contrôler efficacement ce qui va sortir de l'entreprise davantage. Il faut contrôler ce qui rentre, mais davantage ce qui va sortir pour éviter tout risque à l'entreprise. Il y a juste un dernier point que vous avez souligné, c'est le contenu produit par les salariés. Ouais. Là encore, on a souvent des gens qui viennent nous voir et qui nous demandent, voilà, moi j'ai écrit tel article, est-ce que j'ai un droit d'auteur dessus? Alors la difficulté, c'est de savoir si oui ou non il y a un apport intellectuel dans cet article. À partir du moment où il y a un apport intellectuel dans cet article, l'auteur conserve ses droits de propriété intellectuelle. Donc il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on écrit un article de fond qui ne se contente pas de mettre en œuvre des faits et de décrire une simple situation, à partir du moment où on a un véritable contenu, il y a un droit d'auteur qui est potentiellement applicable. Pour le salarié. Pour le salarié. Et que la cession automatique n'existe pas. D'accord. En revanche, si c'est dans sa fiche de description ou dans sa mission de rédiger un billet blog par mois ou un billet blog par trimestre sur un sujet, parce que ce cas, on le voit, nous, praticiens au quotidien, on le voit souvent dans des activités, ne serait-ce par exemple des cabinets d'avocats ou des activités dans le conseil ou dans les SS2I, où finalement on a des personnes qui ont un point de vue et à qui on demande réellement de le faire. Concrètement, c'est quoi donc là, ce qu'on comprend, c'est que la personne est propriétaire de sa publication, entre guillemets. Donc comment est-ce que, voilà, quelle est la bonne pratique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est en amont, dans la description du poste? Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, ce qu'il faudrait faire, je vous parle l'idéal, mais ça ne se fait jamais comme ça, et c'est très rare que ça se fasse comme ça. Dans l'idéal, il faut prévoir un contrat de cession de droit d'auteur pour chaque publication. Voilà, ça c'est le monde rêvé de Romain Weiss-Moreau, voilà, mais ça n'existe pas, et je vous avoue même que Romain Weiss-Moreau, quand il publie, il ne signe pas tout le temps ses contrats de cession, parce qu'on est sur un rapport de confiance, et parfois on va dire que l'apport intellectuel nous-mêmes nous paraît limité, ouais, et nous paraît pas forcément nécessiter un contrat. Donc il faut bien distinguer, on va dire, le tout venant d'un petit billet blog, d'un petit commentaire de news, où là l'apport intellectuel va être difficile à démontrer, d'un article qui fait 15 pages, qui est documenté. Qui amène vraiment un point de vue très... Là, dans ce cas-là, à mon avis, il faut véritablement réfléchir, se poser la question, est-ce que oui ou non on fait le contrat? À mon avis, oui, c'est essentiel. Ne serait-ce que pour protéger l'entreprise si après elle veut le réutiliser, ou même protéger le salarié quand il s'en va de l'entreprise, si un jour il veut réutiliser. D'accord, ok, ben, c'est intéressant. Et donc en fait là il y a un pragmatisme qui consiste à dire effectivement si vraiment il y a un gros apport, qu'on a recruté un évangéliste ou vraiment quelqu'un qui finalement a un niveau d'abstraction très fort sur un sujet, sur un thème, là il faut vraiment se poser la question de mettre sur le contexte. Okay. Exactement. Et en fait ça rejoint cette dernière slide sur le contenu qui sont les risques inhérents à la publication. Très vite fait, on a encore les infractions de presse, le dégrèvement, la contrefaçon. Les risques inhérents, c'est quoi? C'est que le contrôle de la publication est essentiel.
C'est-à-dire qu'il faut véritablement faire attention à ce qui sort de l'entreprise, ce qui est publié et ce qui est publié sous l'égide de l'entreprise. Et je dirais même sous l'égide d'un simple salarié, simple ou pas, simple avec un esprit compliqué, sait-on jamais. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on publie sur Internet, on est responsable de ce qu'on publie. On est auteur, et en cette qualité, on est de toute façon responsable de notre contenu. D'autres responsabilités viennent s'ajouter, et c'est ces vecteurs-là de responsabilité qui doivent être contrôlés. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que les entreprises qui donnent des outils de communication aux salariés, en même temps contrôlent ces outils de communication, et véritablement, enfin, ne fassent pas un office de censure, mais qu'elles limitent et qu'elles encadrent l'usage de ces outils de communication. Donc il y a vraiment une gouvernance à mettre en œuvre. Exactement. Par exemple, on ne pourra pas se servir indéfiniment et impunément des chartes graphiques, des infographies créées par des graphistes qu'on paye à droite à gauche sur un simple devis. Il y a un droit d'auteur qui existe dessus, et ce droit d'auteur, il faudra un jour ou l'autre le respecter. Intéressant. Ok. Donc là, pour aller plus loin, ça c'est ce qu'on nous demande de façon continue au cabinet, c'est lorsqu'une entreprise arrive et qu'elle me dit voilà, j'ai eu un problème, j'ai un salarié qui est parti et qui me réclame des droits sur ses publications, qui me dit qu'on n'a pas d'accord, donc il veut effacer toutes les publications qu'il a réalisées sur le site, ce qui porte un préjudice forcément à l'entreprise. Ce qu'on fait, c'est qu'on agit en amont sur les sociétés de contrat, donc on essaie de refaire les contrats, d'avoir un contrat type, un contrat de cession, généralement. Et ce contrat de cession, on l'applique forcément dans le cadre d'une charte de réseaux sociaux, qu'on rédige, qu'on assiste énormément à la rédaction, parce que finalement, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, où en fait, les données juridiques, les articles juridiques, c'est pas tellement que ce soit compliqué techniquement, c'est qu'il faut bien comprendre, et le plus difficile, c'est de bien cerner ce que veulent faire les entreprises et les community managers sur les réseaux sociaux. Et c'est en ça que la charte des réseaux sociaux est intéressante, et faire en sorte aussi que le salarié ne soit pas perdu sur ces réseaux et qu'il ne soit pas noyé par cette masse d'informations. Donc, pour contrôler ces deux prestations, on assiste souvent et on forme souvent par des opérations de sensibilisation, des formations, des petits déjeuners, ou même des formations beaucoup plus complexes. Qui peuvent être faites pour des équipes marketing et communication, par exemple. Totalement, oui. Totalement. On réalise souvent ces prestations pour ça. Pour les juristes aussi, qui parfois sont au sein de l'entreprise et qui ne sont pas forcément formés à ces questions-là, c'est vrai que c'est d'avoir une porte d'entrée à la fois juriste et communication, c'est essentiel parce qu'on a à peu près les deux personnes qui vont communiquer ensemble et qui vont travailler ensemble et qui sont amenées à se taper dessus un peu tous les jours. Donc c'est important d'avoir ces deux personnes-là dans le cadre des formations. On a aussi des formations sur la responsabilité des hébergeurs, des éditeurs, qui n'est pas forcément très, très facile. Ok, très bien, ça sera un petit peu le mot de la fin. Donc en fait, pour aller plus loin, pour résumer, audit de contrat, charte réseaux sociaux, formation, sensibilisation qu'on opère aussi, donc là pas d'un point de vue juridique côté WSI, mais d'un point de vue des bonnes pratiques purement digitales, en formant les collaborateurs, en formant les équipes communication et marketing à travers des programmes de formation sur les réseaux sociaux et également de traiter des opérations de community management. On en a fini avec cet exposé, on est à peu près à 38 minutes, donc on a tenu le temps, et bien évidemment l'idée n'était pas de vous faire un cours mais de survoler un certain nombre de points sur un sujet on ne peut plus finalement, qui peut être effectivement extrêmement technique. Donc merci Romain pour cet éclairage. On a eu quelques questions qu'on va reprendre et auxquelles on va essayer de répondre. On a une première question, donc est-ce qu'il y a des logiciels spécifiques pour créer des images et ensuite les poster sur Facebook? La réponse est en fait oui, il y a des logiciels qui permettent de créer des images. Je dirais après, vis-à-vis de la notion de droit de la propriété, il faut faire attention si on insère des photos quelconques, par exemple. Il y a des outils d'infographie en ligne, des outils qui permettent de faire des montages. Il va de soi que si au-delà des aspects graphiques qui sont finalement propres à l'outil pour lequel on a payé un service, si on vient à insérer une photo d'un artiste, une photo d'un lieu ou n'importe quelle image qu'on a récupérée à l'intérieur de cet outil, il va de soi que tout ce qu'a évoqué
il va que soit que tout ce qu'a évoqué Romain sur le droit de la propriété, droit à l'auteur, quid des images, des photos, enfin, entre en jeu. Voilà. C'est-à-dire, alors moi, ce que je comprends de cette question, est-ce qu'il existe des logiciels permettant de produire des images? C'est-à-dire que lorsque je le rapproche à mon prisme au niveau du droit d'auteur, il faut savoir que seule une personne physique peut être un auteur. Donc je comprends en fait que c'est via un logiciel qu'on va créer une image, qu'on assemble, etc. et qu'on fabrique. Alors, la fabrication d'une image, la production d'une image est protégée par le droit d'auteur parce que ce qui compte en fait, c'est pas tellement le rendu de l'image, c'est le processus intellectuel qui concerne l'image. C'est-à-dire le choix de mettre tel élément à droite, tel élément à gauche, d'avoir un palier ou d'avoir... Choisir des couleurs, un mouvement. Exactement. C'est à partir du moment, il faut bien comprendre que le droit d'auteur, c'est la projection de la personnalité d'une personne physique sur une œuvre, que ce soit via un logiciel, que ce soit via une œuvre éphémère, que ce soit via une œuvre plastique. C'est la jurisprudence analyse la qualité d'une œuvre protégeable par la perception qu'on a de la personnalité de l'auteur. Je ne sais pas si c'est... Non, mais je pense que ça pose quand même effectivement cet aspect c'est lié à un auteur en fait. Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. On a d'autres questions, on va avancer. Quid de la propriété des contenus produits par les employés? Je pense que ça on l'a évoqué, je pense que c'est peut-être une question qui est venue avant. Je pense qu'on l'a évoqué voilà, dans les contenus produits. Est-ce que tu veux compléter ce point-là? On pourra peut-être compléter ce point sur l'œuvre collective et l'œuvre de collaboration. L'œuvre de collaboration, ce sont des œuvres où on ne peut pas déterminer qui est véritablement l'auteur. Donc l'auteur est celui qui a impulsé l'œuvre, c'est-à-dire celui qui a la direction de l'œuvre, et les droits d'auteur vont aller à la personne qui est véritablement le directeur de l'œuvre. Voilà. D'accord, ok. On a une autre, à la limite, s'il y avait des questions pas claires, il faudra essayer de les poser. On pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais on se fera un plaisir de revenir vers des personnes qui auraient vraiment un point dur, si je puis dire, par rapport à un sujet. Comment peut-on faire en sorte de ne plus faire de contrefaçon si on n'a pas les ressources à disposition? J'aurais tendance à dire que si on n'a pas les ressources, là, le point qu'a évoqué Romain, il complétera derrière, consistant à dire j'ai pas les ressources et je vais piocher tout ce qui passe sur Google Images sans trop me poser de questions, n'est clairement pas la bonne solution. Je pense que Romain ne pourra que confirmer ce point-là. Mais après, comment je peux faire si j'ai des assets déjà pour me dire, tiens, est-ce que par rapport à ces images-là, parce que si on a pris la situation dès le départ, on a fait très attention, on a une gouvernance et tout ce qui va bien former les gens, a priori, il n'y a pas de problème. Ouais. Une boîte qui aujourd'hui se dit, j'ai quand même un paquet d'images, qu'est-ce qui peut être fait finalement pour dire est-ce que je suis en infraction ou pas? Qu'est-ce qui peut être fait? C'est-à-dire si on... Est-ce qu'il y a des outils, comment on peut faire pour se dire, tiens, j'utilise des images, j'ai posté des trucs, on m'a fait mon site, on déborde un peu, on a fait mon site web, j'ai des images, comment je peux vérifier? Voilà, est-ce que je dois le faire? Comment? Alors vérifier, oui, il faut toujours vérifier, mais de toute façon, là, je prends le dernier cas que vous avez évoqué, c'est si on me fait mon site internet, si un prestataire me fabrique mon site internet, il est censé clairer les droits d'abord, c'est-à-dire obtenir des droits qu'il a le droit de réutiliser. Comment faire de contrefaçon si on n'a pas les ressources à disposition? C'est passer par des banques d'images, ou alors le meilleur moyen de pallier à la contrefaçon, c'est la création, c'est de créer soi-même ses images, ou de créer soi-même sa propre œuvre intellectuelle. Alors, c'est facile à dire comme ça, c'est beaucoup plus difficile à faire parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, l'idée sous-jacente, c'est de garder à l'esprit que lorsqu'on prend n'importe quoi, lorsqu'on prend tout ce qui passe sur Internet, on est susceptible d'être attaqué en contrefaçon. On est susceptible de se livrer à des actes de contrefaçon. Ça, c'est un fait et c'est indéniable. Si on n'a pas les ressources, il faut user d'imagination, soit créer, soit se regarder avec des banques de données qui ont des prix relativement raisonnables. D'accord, ok, très bien. On a une autre question, sur une page Facebook, les images ne sont pas toujours utilisées à des fins commerciales. Peut-on les utiliser? J'aurais tendance à dire que là on est plus de façon générale sur j'ai une image sur Facebook, qu'est-ce que je peux publier absolument tout ce que je veux comme je veux sans problème, non? J'ai l'impression qu'on a répondu un petit peu à la question. À mon avis, dès qu'à partir du moment où on publie, que ce soit à des fins commerciales ou pas,
Est-ce qu'on fait, j'ai l'impression que la question sous-jacente, est-ce que la nature de la publication à des fins commerciales ou pas crée une réelle différence vis-à-vis de la propriété de l'image? Non, pas sur la fin, la finalité commerciale va jouer sur l'indemnisation qui aura lieu in fine. D'accord, La contrefaçon ne s'attache pas à savoir s'il y a oui ou non une fin commerciale, ça s'attache à la reproduction d'une œuvre. d'accord, Il y a intéressant. quelque chose de plus à souligner sur Facebook. Est-ce que l'on se livre à des actes de contrefaçon si on utilise une photo, par exemple, qui a été faite lors de cas d'un séminaire, Ouais, etc. ouais, ah, oui, oui. Alors, il y a potentiellement un droit d'auteur sur la photo qui a été réalisée par un photographe qui a été dépêché autour du séminaire ou autour d'une soirée, etc. Donc ça, il faut faire attention à cette donnée-là. Et il faut faire attention à une donnée en plus, c'est le droit à l'image des personnes qui figurent sur la photographie. Le droit à l'image, comment on le contrôle, comment on le voit, de façon très succincte. Si vous avez une personne qui est cadrée, dont on peut reconnaître très facilement la- le visage, on aura un droit à l'image. Il y a un arrêt de la Cour correctionnelle, du tribunal correctionnel de Saint-Denis assez récemment qui a refusé le droit à l'image à des policiers qui avaient été pris en photo dans le cadre d'une intervention sur des quais de gare lors d'une manifestation de la SNCF. Les policiers avaient fait un recours en disant qu'il y avait une atteinte à leur droit à l'image. Alors, le tribunal correctionnel a dit qu'il n'y avait pas d'atteinte parce qu'ils étaient dans le cadre de leur relation professionnelle et que de toute façon, on ne pouvait pas véritablement les identifier comme étant l'objet même de l'image. Alors, il faut savoir que cette jurisprudence-là existe, mais qu'elle est quand même minoritaire. On a souvent un droit à l'image reconnu à partir du moment où on peut identifier une personne. Je vais prendre deux cas professionnels auxquels je pense. Je participe à une conférence, j'organise une conférence, mon entreprise, et j'ai 3-4 personnes sur scène qui participent à une table ronde, je prends en photo ces personnes et je publie sur LinkedIn en disant ravi de participer à cette conférence avec Pierre, Paul, Jacques, voilà, par exemple. Est-ce que j'ai le droit de publier cette photo sur LinkedIn? Et je pense à un autre cas, j'anime une formation que j'ai commercialisée et je suis très content de montrer que j'ai plein de personnes à ma formation et je dis 12 participants à notre formation aujourd'hui et on monte les gens dans une salle de classe. Ce genre de contexte, est-ce qu'il y a une prudence à avoir ou pas? Oui, la prudence consiste toujours à solliciter l'accord des personnes qui sont identifiées sur la photographie. Ça, c'est la prudence de base. Ensuite, si vous avez une image qui regroupe, par exemple, toute une salle de classe ou tout un ensemble de personnes dans laquelle on ne peut pas différencier une identification d'une autre, par exemple, si, par exemple, le mieux, c'est la photo de classe. Ouais. Dans la photo de classe, on n'aura pas de droit à l'image parce que véritablement, c'est centré sur personne. D'accord. Ok, intéressant. Ok. On a une question intéressante, je pense, qui est attenante à l'aspect de community management. Quand j'ai un de mes employés à qui je demande de faire du community management, et on sait que le community management peut imposer la nuit, le week-end, d'avoir à faire des publications. Alors, il y a des outils qui permettent d'automatiser des publications. Cependant, lors d'une opération commerciale, on peut être amené à avoir un community manager, mon employé, à qui on va demander d'aller jeter un œil sur la page Facebook le week-end parce qu'on a une grosse activité, on a une annonce qui a été faite et qu'on sait qu'on va avoir du trafic. Donc en fait, je vais être amené à demander à mon community manager de travailler à des heures non standards, sachant que ce n'est pas nécessairement un cadre. Là, on rentre dans du droit du travail, on ne va peut-être pas faire un exposé là-dessus, mais est-ce que c'est un cas qu'il faut prévoir dans le contrat de travail en amont, dans la mission? Alors, je serais d'avis de dire que oui, en matière de droit social, il faut toujours prévenir, parce que il faut reprendre les choses tout à fait très simplement. Même si le salarié a accès à son site internet par son ordinateur de chez lui, si on lui demande de faire cette opération, si véritablement ça relève d'une directive, dans ce cas-là, on va se retrouver dans un contexte où, en dehors de ses heures de travail, il va être soumis à la direction de son employeur. Donc, ça relève du droit du travail. Donc, on est dans les heures sup, puis on est dans les heures travaillées potentiellement le week-end. Ça, c'est un contexte qu'il faudrait véritablement prévoir. Tout comme on le disait tout à l'heure, il faut véritablement prévoir quelles sont les missions du community manager désigné au sein de l'entreprise. Même si ce n'est pas uniquement sa mission au sein de l'entreprise, il faut définir ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire et quand il ne doit pas le faire. Si par exemple lui décide de son propre chef de vérifier ce qu'il y a sur LinkedIn ou sur Facebook le week-end, sans qu'il y ait de directive claire et établie, dans ce cas-là, ça relève de sa propre responsabilité. Okay. D'accord, très bien. On a une question, je pense que même moi je connais la réponse, mais elle est importante, je pense. S'il n'y a aucune notion de propriété intellectuelle de mentionner, est-ce que je peux considérer que c'est libre de droit? Non.
Ok, la réponse est claire. La réponse est claire. La qualité d'une œuvre protégeable n'est pas liée au fait qu'elle soit mentionnée en tant que livre de droit ou pas. La question de la liberté de droit, ça mentionné, ça relève un petit peu du même, comme le copyright que vous avez en bas à gauche ici. Ce sont des indications, mais qui en droit français n'ont pas d'implication. Voilà, il faut le savoir. C'est toujours mieux de mettre un petit peu que la charte graphique est protégée. Oui. Mais si vous voulez, en droit français, on n'est pas soumis à ce genre de considération. Donc ce n'est pas parce que une photo est mentionnée libre droit ou non libre droit qu'elle le sera forcément. Ok, très bien. Je crois qu'il y a d'autres questions. On est en train de regarder. L'heure tourne, donc on risque de ne pas être capable de prendre toutes les questions. La prestation, il y a une question sur la prestation au niveau européen, c'est ça? La protection. La protection au niveau européen, est-ce qu'il y a une harmonisation? Donc on parle, voilà, est-ce qu'on peut mentionner, parce que je pense que c'est un vaste sujet, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur la protection au niveau européen? Alors oui, mais ça dépend de quoi on parle, parce que là, si on parle, moi je vois droit d'auteur, c'est ça? Au niveau du droit d'auteur, il faut comprendre en fait que toute la propriété intellectuelle est régie de façon territoriale. C'est d'ailleurs dans la dernière réforme de directive qui est en cours de négociation, la France tient à ce que le droit d'auteur reste territorial. Donc il faut se prémunir de la territorialité en protégeant à l'étranger. Le meilleur exemple que l'on peut trouver, c'est en droit de la musique, par exemple. On a donc la publication et on a le son. On a donc les paroles qui sont différentes de la musique. Et donc, on doit systématiquement protéger les paroles dans tous les pays dans lesquels on va utiliser la musique. C'est un impératif. Et lorsqu'on exporte du droit d'auteur, il faut forcément faire attention à où on l'exporte et demander une protection au niveau des autres pays européens. Voilà. Là, je vois Office européen du droit d'auteur. Un office européen en tant que tel du droit d'auteur, il n'y en a pas parce que c'est une question territoriale. Il y a un office européen des brevets. Il y a les offices européens pour le droit des marques, dans lesquels on peut demander la protection du marque au niveau européen. Mais tout ça, je dirais que ça n'a pas forcément de rapport direct avec la réputation sur Internet tel qu'on l'a envisagé aujourd'hui. D'accord. Là, on est davantage dans une question de protection des actifs de la société. Ok, très bien. On est obligé de, s'il y avait des questions, vous pourriez revenir vers nous, on va vous redonner nos noms parce que je pense que la question a été posée. Il y a une question, je pense, qui peut être très pragmatique. Si je cite la source, est-ce que je suis en infraction? Alors, si on cite la source de quoi? Bah, par exemple, de photo, je présente une photo, je dis n'importe quoi, je décide de mettre une photo de Johnny Hallyday, voilà. Alors, et je dis photo prise par le photographe Pierre, je ne sais trop quoi, de Paris Match, voilà. Vous n'êtes pas en infraction, vous êtes même obligé de citer l'auteur. D'accord. Lors d'une photo. D'accord. Voilà. Non, mais donc je ne suis pas en infraction, c'est-à-dire que je peux reprendre, il y a une super photo qui évoque quelque chose lié à mon business et j'ai envie de mettre une photo, par exemple, où je mets une photo du James Bond, le spec. Ah oui, d'accord, je comprends. Parce que dans ma publication, je mets dans ma publication, par exemple, je mets dans ma publication une photo, c'est l'actualité de James Bond et je trouve un truc à dire lié à mon activité, voilà, avec la sortie du film de James Bond, et je mets une photo de James Bond là, voilà. Et si je cite photo prise par, voilà, enfin, comment est-ce que tout d'un coup je suis en infraction ou plus en infraction si je mentionne bien la source de ma photo que j'ai récupérée? Je pense que c'est l'objet de la. D'accord, ok, je comprends mieux. Alors, on est en infraction si on reproduit une image dont on n'a pas les droits de toute façon. Et lorsqu'on publie une photo, on doit citer l'auteur de la photo. C'est comme un tableau, il doit être signé. Oui, mais si je cite, c'est pas pour autant que je ne suis pas en infraction. Si je récupère une photo, il suffit pas de citer l'auteur. Ça, je pense que c'était vraiment l'objet de la question. Est-ce que le fait de citer l'auteur de la source que j'ai reprise me libère de contraintes? Non. Ok, intéressant. Est-ce qu'on est protégé si quelqu'un utilise nos photos? Alors ça, c'est plus dans l'autre sens, je pense, la question. J'ai des photos je sais pas, par exemple, je suis une activité industrielle, des produits, enfin peu importe, j'ai des photos et les photos sont reprises, photos de mes produits par un partenaire. Enfin voilà, comment est-ce qu'on est protégé et autres. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on doit faire. Enfin, pareil, c'est un vaste sujet. Si en une minute on peut peut-être
juste touché du doigt. Là, on est plus dans l'autre sens. On n'est pas dans le sens j'ai peur de faire une bêtise, on est plus dans le sens comment je m'en protège. Est-ce qu'il y a quelques points à mentionner? On arrive vraiment à la fin en 1 minute. En 1 minute, on peut être protégé par plusieurs aspects. On peut être protégé par le droit d'auteur du photographe qui a pris la photo. Lui-même peut interdire la reproduction et la publication de ses photos. On peut être protégé par le droit à l'image que j'ai expliqué tout à l'heure. Si on est identifié sur une photographie, on a le droit à s'opposer à ce qu'elle soit publiée. Et enfin, par exemple, si c'est une photographie qui concerne des produits, etc., on peut toujours demander une action en concurrence déloyale. D'accord. Voilà, qui est un élément différent de la propriété intellectuelle, mais qui est inhérent. On voit qu'on ouvre là un autre champ. Et on va prendre, il y a la dernière question, est-ce qu'on a des contraintes pour citer les œuvres qui parlent de son entreprise? Je pense que là, si j'essaye d'interpréter la question, imaginons je suis par exemple un architecte, quelles sont les contraintes à respecter? Oui, donc quelles sont les contraintes à respecter quand j'ai un tiers qui parle de mon entreprise? Je vais prendre un exemple, je suis un architecte ou un designer, je peux avoir des photos de mon travail prises par un tiers qui sont reprises quelque part et je décide de reprendre à mon compte cet article ou ces photos qui parlent de ma propre réalisation. Voilà, je ne suis pas en train d'aller chercher ailleurs. Donc il y a une sorte de lien qui existe, même si finalement la création en elle-même, la publication n'est pas de mon fait. Voilà. Est-ce qu'il y a une nuance là-dessus à prendre en compte? Alors oui, il y a une nuance. Bien sûr, on n'est pas totalement figé là-dessus. Lorsqu'il y a une publication qui traite d'un sujet qui nous concerne, qu'on peut me rapporter, il y a plusieurs exceptions. Il y a la première exception à laquelle je pense, c'est le petit extrait. On a le droit d'extraire un texte d'un texte plus large pour pouvoir le citer. Donc l'exception de citation. Il y a ce premier point, il y a l'exception qui concerne l'information, c'est-à-dire qu'on a le droit de relayer une information qui est publiée dans la presse et de la faire partager sur son site internet ou sur tout autre support. Voilà. Ok, non, écoutez, voilà, je pense que ça répond. Je pense qu'on a fait le tour des... La seule contrainte, je rajoute la seule contrainte, c'est toujours de citer ses sources. D'accord, ok. Ok, écoutez, on arrive à 56 minutes, on a traité une douzaine de questions, c'est un sujet très large. L'idée, ce n'était pas de vous faire un cours ou une formation sur le sujet, hein, c'était vraiment de toucher du doigt, que finalement, moi ce que je retiens, c'est qu'il y a deux choses. Il y a des risques, clairement, qui sont de l'ordre du pénal, qui sont de l'ordre de différents types de droits, mais d'un autre côté, avec du bon sens, l'œil d'un homme de droit pour finalement mettre en place des gouvernances et des aspects de contrat, des choses finalement qui peuvent être assez simples. Oui. Je pense en mettant des choses assez simples, faites par des professionnels du droit, plus du bon sens et de la formation, je pense qu'on peut, enfin moi l'impression que j'ai, c'est qu'on peut couvrir quand même une grande partie pour que sereinement vous puissiez utiliser du contenu sur les réseaux sociaux, mettre en route vos salariés, vos commerciaux sur les réseaux sociaux et déclencher des opérations de community management. Il y a des choses simples puisque finalement, le terrain est quand même assez balisé à partir du moment où on l'a anticipé. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. C'est tout à fait ça. En fait, on a parlé beaucoup de responsabilité, de faute, etc. Il ne faut pas avoir peur de publier, il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on a une infraction. Au contraire, il faut le faire, mais il faut se poser la question d'abord comment on le fait, pourquoi on le fait et vers quel vecteur on va se tourner. Je pense que c'est essentiel et une fois qu'on a bien ciblé ce qu'on voulait faire, exactement comme n'importe quel projet, on pourra aller facilement. Le tout, c'est d'abord de se munir d'outils intéressants qui nous permettent d'agir. Ok, on a eu la demande, les participants voulaient nos coordonnées, donc François-Xavier Magnin chez WSI. N'oubliez pas surtout pour ceux dont c'est le cas et qui sont en relation avec certains de mes collègues en France ou voire même dans l'Europe francophone, je pense à Belgique, Luxembourg, de revenir vers nos collègues que vous connaissez pour discuter de ces différents sujets. Et puis, bien sûr, Romain Desmoreau, avocat chez LLC, vous pouvez rentrer en relation avec lui ou revenir pareil vers WSI et dire voilà, j'aimerais creuser tel ou tel sujet si vous pensez qu'on peut vous aider efficacement. Je m'appelle Marine Châtelet aussi parfois, ça dépend. voilà, effectivement, qui était excusé aujourd'hui. On vous remercie pour votre attention. Pierre, tu es toujours là? Je suis toujours là. Merci Julien, merci Romain. Et donc je vous donne rendez-vous à tous le jeudi 26 novembre pour une thématique sur le contenu de site et comment
décider de façon optimale son contenu sur son site internet. Exactement. Merci à vous. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.